chers étudiants, bonjour. Bienvenue à notre deuxième cours d'enquête de terrain. Donc, bienvenue aux étudiants de SDL, mais aussi aux étudiants de langue et communication s'ils souhaitent se joindre à nous pour ce cours d'enquête de terrain. Je commence par partager mon écran avec vous pour vous montrer ce PowerPoint que j'ai préparé donc, pour ce deuxième cours qui va porter sur la notion de terrain en sciences de langage. Alors là, ça coince, ça va arriver. Alors, la notion de terrain en SDL, en sciences de langage, et le recours aux méthodes empirico-inductives. Donc, je vais essayer d'expliquer tout ça, l'importance, ça veut dire le terrain, qu'est-ce que le travail sur le terrain en SDL, et ensuite comment investir le terrain en adoptant, en recourant aux méthodes empirico-inductives. Alors, on commence par la notion de terrain en SDL. Alors, je vais commencer par des citations et ensuite je vais en extraire les idées principales pour les discuter avec vous. Donc, je vous invite à prendre des notes, mais aussi à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure que je vais dérouler cette diapo. Alors, pour agir, le terrain n'est pas une chose, ce n'est pas un lieu, ni une catégorie sociale, ce n'est pas un groupe ethnique ou une institution. Le terrain, c'est d'abord un ensemble de relations personnelles où on apprend des choses. Faire du terrain, c'est établir des relations personnelles avec des gens. Nous lisons ces citations, nous allons essayer de les comprendre, de s'en imprégner et ensuite on discute. Pour Sylvain Auroux, dans les enjeux de la linguistique de terrain, le terrain, qu'est-ce que le terrain, s'interroge-t-il, considéré comme un concept contemporain? On peut dire que c'est un espace délimité dans lequel se trouvent des locuteurs, des gens doués de capacités linguistiques, un environnement culturel et un environnement naturel, ce qui est spécifique de ce que l'on appelle linguistique de terrain. C'est l'idée que pour construire des représentations linguistiques, il faut qu'un observateur pénètre sur le dit terrain et devienne partie prenante d'une relation face à face et individuelle. Donc, faire du terrain, c'est aller sur le terrain et c'est établir des relations personnelles avec les gens qui occupent ce terrain. Donc, ce sont des relations personnelles que l'on développe dans un premier temps. Aller sur le terrain, c'est aller vers les gens. Toujours, Sylvain Auroux dit que c'est l'angle du caractère empirique de la linguistique. Nous ne sommes plus dans la linguistique de bureau, nous ne sommes plus dans la linguistique de laboratoire. Il y a des informations sur le langage que nous ne pouvons recueillir que par le truchement de données externes. C'est en allant sur le terrain qu'on va recueillir des informations sur les pratiques langagières et c'est ce qu'on appelle les informations contextuelles. Nous allons le voir plus tard. Alors, Gasquet Cyrus Médéric, un sociolinguiste français, dit que c'est au cœur du terrain que se forge la connaissance scientifique, ce qui implique un lien indissociable entre terrain et théorisation. On ne se contente plus, quand on fait les sciences du langage aujourd'hui, de travailler à partir de son bureau, à partir de son laboratoire, à partir de ses livres, à partir de ses théories, mais il faut faire du terrain et il faut faire des va-et-vient entre les lectures, les théories, le travail en amont que l'on fait chez soi, dans son bureau, et le travail en aval que l'on fait sur le terrain, et on va le voir après, que l'on fait après avoir investi ce terrain. Alors, je vous donne aussi des références, parce que ce que je donne ici, ce sont des citations, mais je donne les références en bas pour que vous puissiez y accéder. C'est des références numériques dans la plupart du temps, pour que vous
puissiez lire dans l'intégralité les articles dont j'ai extrait ces citations. Alors, Philippe Quinton dit que le terrain est ainsi un concentré d'intention. Le chercheur va chercher quelque chose sur le terrain. On sait ce qu'on va chercher sur le terrain. On ne sait pas tout ce qu'on va chercher sur le terrain, mais on sait quel est notre objet d'étude et on va recueillir des informations autour de cet objet d'étude. Il faut savoir aussi que sur le terrain, nous allons découvrir d'autres éléments en rapport avec ce sujet qu'on ne soupçonnait pas peut-être au début. Alors, une recherche a donc besoin d'objets, de problématiques, d'hypothèses, de corpus et surtout de terrains artificiellement constitués pour mettre des hypothèses à l'épreuve des faits, confronter des réalités et des représentations à l'aide de méthodologies qui structurent le regard et qui nourrissent la démarche spécifique d'un chercheur. C'est l'idée que quand on va sur le terrain, on ne va pas désarmer, on ne va pas sans outils, on y va outiller, on y va préparer par nos lectures, des lectures préalables que l'on a faites sur ce terrain, par les enseignements que nous avons reçus aussi concernant les différents phénomènes que l'on étudie, qui relèvent de notre discipline, à savoir les sciences du langage. Et on y va donc outiller, on y va armer de théories, de connaissances, etc. Mais il n'empêche que sur le terrain, on va découvrir d'autres informations, on va découvrir d'autres phénomènes et on va découvrir la complexité des choses, en fait, parce qu'un phénomène n'est jamais simple et on s'inscrit dans une démarche de recherche, une démarche d'investigation, une démarche ouverte qualitative qui va nous permettre de recueillir d'autres informations autres que celles que nous avons prévu de collecter. Alors, on continue. Pour résumer, le terrain, c'est le lieu sur lequel l'enquêteur ou l'enquêtrice va pour ramener des informations, pour ramener des données, pour ramener du corpus. On dit un corpus, ce sont tout simplement les informations, les éléments que l'on va soumettre à l'analyse et que l'on va collecter sur le terrain. Alors là, il peut s'agir d'un terrain physique ou d'un terrain numérique. Nous allons le voir après. Alors, ce concept, c'est-à-dire le terrain, couvre tous les aspects de la recherche qui ont trait à l'observation et à la collecte des données. Quand on parle de terrain, ça va de l'observation à la collecte des données. Ça va des méthodes ou des outils d'investigation que l'on utilise sur le terrain à la collecte des données par le biais de ces outils d'investigation. Le terrain, comme on l'a dit, requiert une préparation théorique, c'est-à-dire des lectures, nécessite une approche théorique technique. Les lectures, on les fait sur la théorie qui existe autour d'un phénomène et on fait des lectures aussi d'ordre méthodologique, comme l'enquête de terrain, par exemple, l'enquête socio-linguistique, quelque chose comme ça. Alors, on va lire tous des travaux qui relèvent de la théorie, qui relèvent de la méthodologie aussi, pour pouvoir concevoir nos propres outils de recherche, et pour pouvoir improviser notre démarche sur le terrain, c'est-à-dire qu'on peut être face à on peut être dans des situations où on doit improviser sur le terrain. Et donc, il faut être aussi averti. Il faut être un chercheur averti. Un chercheur averti, on l'est parce qu'on a lu des travaux sur les enquêtes de terrain ou sur des travaux qui ont été menés sur des terrains différents, sur des terrains complexes, mais sur des terrains qui sont proches des nôtres. Alors, le travail de terrain sur le terrain se fait en amont et en aval. Alors, en amont, c'est-à-dire avant le processus de recherche ou d'investigation, et une préparation du terrain qui se fait par le biais des lectures, des outils d'enquête. Et en aval, c'est-à-dire pendant et après, on a le travail de collecte des données, puis d'exportation de ces données dans le but de les soumettre à l'analyse. C'est-à-dire il y a un travail sur le terrain qui se fait de collecte des données, et ensuite, ces données, on va les
ramener, donc on va les transcrire, etc., pour les exploiter chez toi. Alors, la linguistique de terrain s'oppose à la linguistique de bureau, de laboratoire. Dans CEOAN et de ce qu'on appelle l'introspection du sujet descripteur. Donc, on n'est plus dans la linguistique structurale, dans la linguistique du bureau, mais on est vraiment dans une linguistique de terrain. Et on va du bureau vers le terrain, et du terrain, on revient vers le bureau, mais on ne sait jamais. Parfois, de faire des va-et-vient, parfois une enquête nécessite beaucoup de va-et-vient. Tout dépend des enquêtes, tout dépend du sujet des sujets de recherche que l'on a choisi, sur lesquels on a choisi de travailler. Mais le rapport au terrain est important. Le travail sur le terrain est important pour collecter les données et pour collecter les informations contextuelles en rapport avec ces données. Alors, l'expérience du terrain doit être racontée, elle doit être narrée dans une partie appelée protocole d'enquête. Nous allons voir ça dans les prochains cours. On peut, à la manière des ethnographes et des anthropologues, se munir d'un carnet de bord pour consigner les détails de cette expérience de terrain. Nous avons vu que dans beaucoup de travaux de recherche, mais aussi dans des articles, des mémoires, des thèses, etc., l'étudiant ou le doctorant ou autre ne raconte pas le travail sur le terrain. Or, c'est très important de raconter cette expérience et les détails de cette expérience. Parfois, c'est vraiment très instructif. Et c'est très important parce que ça constitue aussi la littérature sur le sujet. Quand j'ai besoin de connaître comment une enquête a été menée dans tel domaine, dans tel secteur, etc., j'ai besoin de connaître les détails de cette enquête, la démarche, la construction de la démarche du chercheur sur le terrain, en amont et en aval, comme je viens de le dire. Mais les détails, les difficultés, par exemple, rencontrées, la faisabilité le déroulement de l'enquête dans un domaine, sur un terrain donné, est capitale et importante à savoir, et il faut consacrer toute une partie du protocole d'enquête à détailler le déroulement de l'enquête de terrain. Mais ça, c'est en bref, on y reviendra d'une façon plus détaillée dans les prochains cours. Alors, aujourd'hui, on recourt de plus en plus aux méthodes empirico-inductives en sciences humaines et sociales, soit en sociologie, en ethnographie, c'est clair, en anthropologie, mais dans les sciences du langage également. Alors, je vais citer je vais d'abord vous expliquer la différence entre ce qu'on appelle les méthodes hypothético-déductives et les méthodes empirico-inductives, et vous rappeler un peu comment on doit être le chercheur sur le terrain quand il est dans cette position, quand il adopte les méthodes empirico-inductives. Alors, les méthodes hypothético-déductives diffèrent des méthodes empirico-inductives. Les premières, c'est-à-dire hypothético-déductives, ce sont des méthodes qui vont dominer les sciences dures ou les sciences expérimentales durant tout le 19e siècle et jusqu'à nos jours. La méthode consiste à formuler des hypothèses, à en déduire des implications, à en déduire les conséquences, à recueillir des données et à procéder à une expérimentation. On confronte donc l'hypothèse à la réalité pour valider les hypothèses ou les infirmer pour vérifier les prévisions. Alors, l'hypothèse, suite à ces recherches hypothético-déductives, sont soit abandonnées, soit reformulées. Alors, dans les méthodes empirico-inductives, on procède autrement. Alors, ce sont des méthodes qui caractérisent un paradigme compréhensif, que caractérise un paradigme compréhensif émergent en sciences de langue, continue une approche dialogique interprétative déjà présente précédemment. Comme alternative, là, je lis la citation de Philippe Blanchet. Donc, c'est une démarche interprétative
Elle est proposée comme alternative au rationalisme naturel ou positiviste, donc le positivisme du XIXe siècle. Dans la philosophie occidentale, ce paradigme dit qualitatif réintègre le sujet dans son contexte, dans l'analyse, considérant que lorsque l'homme est l'objet de sa propre démarche de connaissance, il ne peut inévitablement être que subjectif, c'est-à-dire interprétatif. Donc, les méthodes empirico-inductives, ce sont des méthodes compréhensibles, ce sont des méthodes qualitatives, c'est des méthodes qui s'opposent aux méthodes hypothético-déductives. Ce sont des méthodes qui réhabilitent l'homme au cœur de la recherche, c'est-à-dire que l'homme est un sujet parlant, est un sujet pensant, c'est un sujet sentant. Et quand on fait de la recherche sur l'homme en sciences humaines et sociales, l'objet d'études des sciences humaines et sociales, c'est l'homme, être sentant, être pensant, être parlant. Il faut tenir compte d'un paradigme qui est le paradigme compréhensif, c'est-à-dire on est dans une démarche de compréhension de cet être complexe qu'est l'homme. Donc l'homme, c'est un être complexe. Il y a des représentations qui sont complexes et on s'inscrit, dès que l'on prétend à l'étude de l'homme, on s'inscrit dans une démarche compréhensive, dans une démarche interprétative. Donc il ne s'agit pas de faire des hypothèses et de les confirmer ou de les infirmer en interrogeant l'homme ou ses représentations, mais il s'agit de procéder autrement, d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'homme à partir de ses propres représentations, à partir de son propre système de référence. C'est-à-dire on est dans le pourquoi des choses. Donc, on est dans le pourquoi et on pose de fait, on va le voir à travers les enquêtes les différentes méthodes d'enquête que l'on va voir. On va poser des questions d'opinion ou des questions d'opinion de type psychologique, on appelle ça comme ça, pour essayer de comprendre les représentations de l'homme. Quand on dit les représentations, c'est les discours, c'est les pratiques, etc. Et on part du principe que ces pratiques, que ces discours sont toujours complexes. Ils peuvent être contradictoires, ils peuvent être sujets à paradoxes, etc. Et donc, on est dans une démarche où on tente d'expliciter, d'expliquer, de comprendre et non pas de confirmer des hypothèses formulées préalablement. Alors, ces méthodes empirico-inductives, je cite toujours Philippe Blanchet, ces méthodes empirico-inductives consistent à s'interroger sur le fonctionnement, sur la signification de phénomènes humains qui éveillent la curiosité du chercheur à rechercher des réponses dans les données, celles-ci incluant les interactions mutuelles entre diverses variables observables dans le contexte global d'apparition du phénomène ainsi que les représentations que les sujets s'en font. C'est-à-dire que quand on aborde un phénomène, on va essayer de comprendre ce phénomène, d'interroger la complexité de ce phénomène. Pour nous, ce sont les phénomènes engagés, ce sont des pratiques linguistiques ou ce sont des pratiques discursives, et on va essayer d'expliciter, de donner du sens à ces données, à ces informations, en fonction aussi d'éléments contextuels qui vont nous permettre de mieux comprendre le pourquoi des choses, de mieux comprendre le fonctionnement de ces phénomènes dans leur milieu, à partir de leur milieu. Et la deuxième citation, il s'agit de comprendre, c'est-à-dire de donner du sens à des événements spécifiques et non d'expliquer, c'est-à-dire d'établir des lois universelles de causalité. Alors, donner du sens, essayer de comprendre, essayer d'expliquer, d'expliciter, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas d'établir des lois universelles de causalité, parce qu'il est ceci, il a dit cela, parce qu'il est... parce qu'il y a cette variable, il y a telle conséquence, par exemple. Donc, il n'y a pas de lien de causalité
que le chercheur doit essayer de montrer. Il s'agit de recueillir des données significatives, de recueillir des données qu'il va s'agir donc de rendre intelligible, de rendre compréhensible pour le lecteur, pour la communauté scientifique, à partir de la connaissance du contexte, à partir de l'explication des éléments qui relèvent d'un contexte donné. C'est pour ça qu'il est très important de contextualiser quand on fait des recherches qui relèvent des méthodes empirico-inductives et quand on fait des recherches en sciences du langage. Mais le contexte, il est déterminant pour la compréhension des phénomènes qui y émergent. Alors, quelques principes de l'analyse qualitative en SDL. Alors, les chercheurs tentent de développer une compréhension des phénomènes à partir d'un tissu de données plutôt que de recueillir des données pour évaluer un modèle théorique. C'est ça, ce qu'on a dit auparavant, ça ne pas. On ne formule pas une hypothèse, on essaie coûte que coûte de la valider en recueillant des données de corpus. On parle d'un tissu de données, c'est-à-dire toutes les données sont en lien les unes avec les autres et les unes peuvent permettre l'explication d'autres données. Donc, il y a un tissu de données et une complexité des faits qui doit être interrogée. Les sujets ou les groupes ne sont pas réduits à des variables, mais sont considérés comme un tout. Le chercheur qualitatif étudie le contexte dans lequel évoluent les personnes ainsi que le passé de ces dernières. Alors, les sujets, ce ne sont pas que des variables âge, sexe, appartenance sociale, niveau intellectuel, etc. Mais c'est l'enquêté, c'est un être complexe qui a vécu. Et il importe de connaître ce vécu pour pouvoir comprendre parfois la complexité de ces discours, parfois la complexité de ces représentations. Et il s'agit d'un être aussi qui évolue dans un contexte donné, de l'importance de la connaissance de ce contexte. Alors, le chercheur est attentif à l'effet qu'il produit sur les personnes concernées par une étude. Ça, c'est au cours de l'enquête. Il y a une interaction, il y a une interaction entre l'enquêté et l'enquêteur. Et on essaie de tenir compte de cet élément. On est dans des conditions artificielles, on reproduit dans des conditions artificielles des discours que l'on peut recueillir autrement, qu'on entend dans notre vie de tous les jours, mais en situation d'enquête, on est dans des conditions artificielles. On va essayer de faire parler l'enquêté pour obtenir ces discours, pour obtenir parfois des pratiques linguistiques. Et là, il y a forcément quelque chose qui va... il y a un aspect artificiel, il y a un aspect qui n'est pas naturel, il y a un manque de spontanéité qui va apparaître. Et c'est normal dans toute situation d'enquête. Et c'est pour ça qu'il y a qu'on essaie de contourner ces situations par le biais des biais méthodologiques. Alors, le chercheur essaie aussi de comprendre les sujets à partir de leur système de référence, ce que je disais tout à l'heure. Il observe la signification sociale attribuée par les sujets au monde qui les entoure, d'où l'importance aussi de connaître les systèmes de référence des enquêtés, le milieu dans lequel évoluent les enquêtés, leur représentation, et en tenir compte. On va le voir aussi, le chercheur ne met pas en avant ses propres convictions et perspectives et prédispositions en avant, c'est-à-dire il travaille à restituer le point de vue de ceux qui ne sont que rarement interrogés, c'est-à-dire les enquêtés, et il doit se garder de dire ses opinions, de dire ce qu'il pense, d'imposer son point de vue peut-être d'une façon ou d'une autre à son enquêté. On a aussi, il n'y a que les méthodes qualitatives aussi relèvent d'un courant humaniste qui implique l'ouverture à votre niveau social. Il faut un minimum d'empathie, pas un minimum d'empathie,
il faut de l'empathie, il faut être plus ou moins sociable, il faut aimer les gens aussi, il faut aimer le contact avec les gens, et il faut avoir une certaine intelligence sociale pour pouvoir faire des enquêtes sur le terrain. Il y a un aspect humaniste aussi qui motive ces recherches et qui consiste à porter de l'aide, résoudre des problèmes, remédier à des situations de problèmes. Donc, il y a un caractère, un aspect humaniste et engagé dans les travaux de recherche en sciences humaines et sociales. Et ça caractérise aussi les travaux qui adoptent les méthodes empirico-inductives. Alors, la recherche qualitative n'est pas standardisée. Le chercheur crée lui-même sa propre méthodologie en fonction de son terrain d'observation. Ça aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on mène une recherche qualitative, il n'y a pas de méthodologie préalable qu'on respecte à la lettre. Certes, il y a un protocole d'enquête, on prépare son enquête, on prépare ses outils d'investigation, mais une fois sur le terrain, eu égard à la complexité du terrain, on préfère parler en méthode empirico-inductive de démarche de recherche plutôt que de méthodologie. Donc, chaque chercheur développe sa propre méthodologie en fonction de sa connaissance du terrain. Mais une fois sur le terrain aussi, la méthodologie peut être adaptée, réadaptée aux enjeux, etc. On va voir après avant de faire une enquête, on fait une pré-enquête pour tester ses outils d'investigation, etc. Voilà. Donc, il faut savoir, je l'ai cité tout à l'heure, ou dans notre cours, j'institue, le champ scientifique est un champ social. Et l'égard moral, la méthode. Alors, le travail de terrain, c'est un travail qui permet de restituer des points de vue, de les réhabiliter, de ceux qui ne sont, je l'ai dit tout à l'heure, que rarement interrogés, de les comprendre, d'en tenir compte. On parle de fieldwork en anglais, mais ça résume très bien ce côté un peu humain et engagé du chercheur. Le terrain requiert un ensemble de savoirs et de relations personnelles. C'est des points un peu récapitulatifs. Il faut pouvoir et savoir entrer en contact avec les gens, ce n'est pas toujours évident. Il ne faut pas se mettre en avant et adopter une position plutôt d'écoute, écouter et ne pas juger son interlocuteur, son enquêté. Il faut prêter attention aux propos de son interlocuteur, tout ce que dit votre enquêté, votre enquêtrice, votre interlocuteur est intéressant et bon à prendre, à analyser, à écouter. Il faut être curieux aussi par rapport aux données et en relation avec le sujet. C'est d'où l'importance de travailler sur des sujets qui vous intéressent, sur des sujets passionnants, sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui n'ont peut-être pas été traités dans le contexte qui est le vôtre ou qui ont été traités différemment, mais en tout cas, choisir un sujet intéressant, un sujet qui vous permet de vous donner à fond dans le travail sur le terrain et dans le travail en aval, c'est-à-dire dans le travail d'exportation et d'exploitation des données recueillies à partir du terrain. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et lors de prochains cours, j'essaierai d'y répondre. J'y répondrai, je ne vais pas essayer de le faire. J'y répondrai forcément avec beaucoup de plaisir et je vous invite à lire les articles et les ouvrages à partir desquels j'ai extrait quelques citations qui nous ont permis de faire ce cours rapidement. Et si vous avez besoin d'autres ressources, d'autres éléments bibliographiques, n'hésitez pas à m'écrire sur Ibtissam Chachou en minuscule collé, il y a au point à faire, ou sur Facebook. Et je vous remercie, je vous souhaite donc une belle journée et à très bientôt.